Aujourd'hui, je vais parler de la nécessité d'utilisation du liquide de refroidissement dans le système de refroidissement des véhicules en Afrique. Nombreux sont ceux qui pensent que la seule raison pour laquelle il faut utiliser le liquide de refroidissement dans le système de refroidissement d'une voiture est que l'eau qui se trouve dans le système de refroidissement gèle. Et quand l'eau gèle, quand l'eau se transforme en glace, l'eau a tendance à éclater les canaux de refroidissement. L'eau peut éclater les radiateurs, etc. Très souvent, quand on s'adresse aux vendeurs de véhicules importés de l'Europe, des États-Unis, du Canada, nous constatons que tout le système de refroidissement de ces véhicules, sauf la négligence des utilisateurs de ces véhicules là-bas, est rempli par le liquide de refroidissement. Ce qui nous amène très souvent à la conclusion que c'est parce que là-bas le climat est différent, c'est parce que la température s'abaisse, la période d'hiver n'est pas favorable pour l'utilisation de l'eau simple. C'est pour cette raison que le véhicule là-bas, le système de refroidissement des véhicules là-bas est rempli par le liquide de refroidissement, alors que ce n'est pas la seule raison. Et nous pouvons constater aussi que si nous nous adressons aux concessionnaires de voitures ici au Togo, je parle des voitures neuves, tous ces véhicules, le système de refroidissement de ces véhicules est rempli par le liquide de refroidissement et pas par l'eau simple. Alors que habituellement, majorité de ces véhicules, lors de la production déjà à la fabrique, lors de la production, la fabrique sait que ce véhicule sera envoyé à vendre dans un pays africain. Ça veut dire que tous ces véhicules sont destinés à la vente dans les pays africains dès la production. Alors que tous ces véhicules, tout le système de refroidissement de ces véhicules sont remplis par liquide de refroidissement. Est-ce que c'est alors un oubli de la part de la fabrique? La fabrique a oublié que ce véhicule ne sera pas envoyé dans le pays là où la température s'abaisse. Ils ont oublié que la voiture sera vendue dans un pays africain, ou soit c'est un gaspillage. Je réponds que non, ce n'est pas un gaspillage, ce n'est pas un oubli. La nécessité d'utilisation du liquide de refroidissement dans le système de refroidissement des véhicules en Afrique dépasse les risques de transformation de l'eau en glace, l'expérience que nous ne vivons pas en Afrique. Tout de suite, je vais mettre l'eau simple que j'ai mis dans un pot en verre. Je vais mettre l'eau dans un congélateur. On verra ce qui se passera avec le pot lorsque l'eau sera gelée. Et je répète seulement que l'expérience que je vais vous montrer n'est pas pour justifier que c'est bien la raison pour laquelle on devrait utiliser liquide de refroidissement en Afrique, puisque la température ici ne permet pas
à ce que l'eau gèle. Voici ce qui s'est passé avec le pot là où j'ai mis de l'eau. J'ai mis le pot dans un congélateur. Voici les effets. Donc le pot est cassé. Je répète encore que ce n'est pas ça la raison pour laquelle on n'a pas besoin d'utiliser liquide de refroidissement. Nous avons parlé d'une conviction par rapport au fait que la seule raison pour laquelle un utilisateur de la voiture devrait mettre liquide de refroidissement dans le système de refroidissement de la voiture est que l'eau gèle lorsque la température s'abaisse. Et puisque la température ne s'abaisse pas en Afrique, beaucoup de personnes concluent parfois que, comme ce n'est pas le cas dans notre climat chaud ici, nous n'avons pas besoin d'utiliser le liquide de refroidissement. Tout de suite, je vais montrer les exemples exacts ce que l'eau fait sur les composants du moteur et sur autres composants du système de refroidissement. Mais je voulais parler d'abord encore d'une autre conviction par rapport au fait que l'aluminium ne corrode pas. Puisque nous savons que beaucoup des éléments du système de refroidissement sont faits en aluminium, nous nous disons que la corrosion ne concerne pas ces éléments. Donc voilà encore une autre raison pour laquelle certaines personnes ne voient pas la nécessité à utiliser le liquide de refroidissement. Alors que je voulais soulever que l'aluminium corrode. D'où est-ce que ça vient que beaucoup de personnes sont convaincues que l'aluminium ne corrode pas? Probablement c'est parce que quand on voit la corrosion sur le fer et l'acier, nous voyons une couche de la rouille. Puisque nous ne voyons pas la rouille sur l'aluminium, nous avons probablement l'impression que l'aluminium ne corrode pas, alors que ce n'est pas vrai. Il faudra qu'on comprenne la différence entre la corrosion et la rouille. La corrosion, c'est une réaction générale qui concerne les réactions des métaux avec l'environnement. Par contre, la rouille, c'est un effet, c'est un résultat de la corrosion qui s'apparaît sur le fer et l'acier. C'est probablement la raison pour laquelle
nous sommes très souvent persuadés que puisque nous ne voyons pas la couche de couleur orange sur les composants en aluminium, donc l'aluminium n'est pas exposé à la dégradation, à la corrosion. Mais tout de suite, je vais vous montrer tous les dégâts que l'on fait sur l'aluminium. Aussi, je vais montrer les dégâts que l'on fait sur le fer. Bon, sûrement que les dégâts que l'on fait sur le fer n'étonnent personne. Par contre, probablement certaines personnes seront étonnées comment l'on dégrade la surface de l'aluminium. Ok, tout de suite, on va passer à l'étape de montrer précisément les dégâts que l'on fasse sur la surface de chaque élément du système de refroidissement. Mais d'abord, on va vite parcourir le système de refroidissement. Je vais montrer les composants qui se trouvent sur le circuit. Puisque certaines personnes imaginent que le système de refroidissement, c'est le moteur, qu'il y a la pompe à eau qui pompe de l'eau, qui sort ensuite par le durite pour entrer dans le radiateur et ensuite pour revenir dans le moteur. Alors que le système de refroidissement est beaucoup plus complexe. Donc il y a le moteur, comme j'ai déjà dit, il y a pompe à eau qui pompe de l'eau, l'eau sort par la conduite du liquide de refroidissement, ensuite le durite sont en caoutchouc, donc ça ne concerne pas notre émission. Naturellement, l'eau liquide de refroidissement entre dans le radiateur. Donc l'eau entre par ici, l'eau sort de l'autre côté, mais l'eau ne revient pas en même temps dans le moteur. Avant que l'eau ne revienne, l'eau, ou plutôt liquide de refroidissement, si nous suivons vraiment tous les consignes du constructeur de la voiture, passe par autres composants qui doivent être refroidis. Par exemple, dans le cas de ces moteurs, voilà Electrovan EGR, ce sont les durites, les conduites de refroidissement. Il est refroidi. Ensuite, il y a refroidisseur de la moteur. C'est par ici que l'eau sort pour refroidir la moteur. C'est un autre cas de refroidisseur. Entrée, sortie de l'eau, la moteur entre, sort. Donc, la moteur se refroidit dedans. Ici, dans le cas de ce moteur, nous avons la boîte manuelle ici. Donc, la boîte manuelle n'a pas besoin de refroidissement, mais si le moteur est équipé d'une boîte automatique, la boîte automatique sera refroidie. Voici ici la conduite hydraulique de la boîte automatique entre ici, ça sort par l'autre côté pour refroidir la boîte automatique. Maintenant, si notre système de refroidissement du moteur est en défaillance, automatiquement le système de refroidissement de la boîte de vitesse ne marchera également pas. Je
je pas encore parlé des conduites du système de refroidissement dans les moteurs. Voici les canaux de refroidissement. On va voir sur une coulasse qui est beaucoup plus propre. Vous pouvez voir maintenant la différence entre les deux coulasses. C'est une coulasse qui utilisait de l'eau simple. Ici, c'est une coulasse qui utilisait du liquide de refroidissement. Avant que l'eau ne revienne, l'eau passe par un composant très important, ici, le thermostat. Voilà, ce sont les composants les plus importants. Ça ne veut pas dire que ce sont tout ce que je listais, ça ne veut pas dire que ce sont tous les composants qui se trouvent dans le système de refroidissement, puisque nous avons le cas particulier comme par exemple BMW série 7, année 2002, 2003, 2004, là où même l'alternateur est refroidi. Là-bas, l'alternateur est entouré par un boîtier l'alternateur est refroidi par de l'eau. Bon, dès le début de cette émission, j'annonçais qu'on va aller dans la précision, montrer précisément les dégâts que l'eau fasse sur les composants métalliques, aluminium, fer et autres. C'est surtout les dégâts sur aluminium que je voulais vous montrer, puisque, comme j'ai déjà dit, beaucoup parmi nous estiment que l'aluminium ne corrode pas. On va démontrer tout de suite que ce n'est pas vrai. Avant ça, je vais vous juste montrer la rouille sur le fer. Voilà les conduits en fer. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire le commentaire. Le dépôt de la rouille à l'intérieur, comme vous voyez, ces conduites sont vraiment en très mauvais état. Naturellement, le problème va se poser au moment où le tuyau, la durite doit se poser sur ce tuyau métallique. Donc on aura la fuite. Bon, je pense que pour les conduites en fer, les dégâts que l'eau fasse sur le fer sont indiscutables. Toutes les personnes connaissent ça. Donc, comme on a déjà vu, l'eau qui circule par ces conduites laisse le dépôt de la rouille. La rouille ensuite se mélange avec de l'eau en mettant le dépôt de la rouille partout dans tous les composants. Nous pouvons voir également ici, ça c'est les conduites en aluminium. Donc on a dit que l'aluminium ne rouille pas, mais donc c'est la corrosion venant des autres composants. Je répète encore que le fait que l'aluminium ne rouille pas, ça ne veut pas dire que l'aluminium ne corrode pas, c'est qu'on va démontrer tout de suite. Également, ici, là où nous avons le thermostat, le dépôt de la rouille
ne vient pas probablement d'ici. On peut peut-être voir ici également la rouille qui ne vient pas de ces composants. Donc ça nous montre que la rouille circule. La rouille que l'eau circulant dans les conduits enlève, ça circule et ça amène aussi le dépôt partout. Tout de suite, on va aussi montrer comment la rouille bouge certains composants, mais ce n'est pas le moment. Donc je pense que la rouille, c'est un processus qui est indiscutable. Tout le monde connaît la rouille, la corrosion sur les parties de fer et acier. Mais ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est la corrosion sur aluminium. Ok, on commence par ces composants ici. C'est la conduite, c'est la conduite de l'eau. On appelle ces dégâts, cette corrosion, on appelle la corrosion par piqûre. Donc ça consiste en création de trous sur la surface d'aluminium. Prenons la pompe à eau, même situation. C'est aussi la corrosion par piqûre. Je ne sais pas si ça se voit bien sur l'écran. Donc, j'espère que vous voyez la dégradation. Je vois que ça ne se voit pas trop comment la surface est. Ça se voit maintenant ici, je pense, n'est-ce pas? Donc, la corrosion par piqûre consiste en création de trous qui sont parfois très profonds. Donc voilà, c'est la corrosion d'aluminium que beaucoup de personnes contestent ou peut-être, il faut dire, ne sont pas conscients. En même temps, on va profiter, montrer que les problèmes que nous pouvons avoir ici, c'est, vous voyez ici, pompe à eau touche les blocs du moteur. Ici c'est la chambre, de l'eau. Ici nous avons normalement le joint. Maintenant si la surface de la pompe au niveau du joint sera atteinte par la corrosion, c'est que le joint ne pourra pas tenir l'eau dans la chambre de la pompe. Donc l'eau commencera à couler en dehors de la pompe, en dehors des circuits de refroidissement. Bon, vous voyez ici même, nous voyons le dépôt, les parties blanches, c'est le dépôt de l'eau. Ça veut dire que l'eau a coulé déjà par le roulement. Il y a un roulement ici dedans. L'eau pénètre aussi jusqu'à le roulement. Et après, nous avons non seulement la fuite au niveau des joints, mais aussi l'eau commence à couler ici dehors par le roulement. Autre cas d'un conduit. Donc, juste pour attirer votre attention qu'au moment que la surface ici n'est pas lisse, nous aurons toujours problème avec l'étanchéité des conduites de refroidissement. Donc l'eau va commencer à couler par ici, puisque même s'il y a
si nous appliquons les colliers, ici on peut même doubler, tripler, ça ne va pas tenir puisque la surface de tuyau, de la durite ici du conduit ne seront jamais étanches. Ok, on va passer maintenant. Je vais juste vous montrer que ce n'est pas la vieillesse de tous ces conduits qui fait en sorte que forcément le fer et aluminium doit se dégrader. Regardons un autre cas. Ça peut aussi être propre si la voiture, si on a appliqué liquide de refroidissement de bonne qualité dans une voiture. Et je vous garantis que nous avons des voitures de l'âge de 15 ans, 20 ans et 25 ans. Quand nous démontons les parties métalliques du système de refroidissement, tout est propre comme presque neuf. Regardons deux coulasses, j'ai déjà montré, c'est une coulasse qui utilisait du liquide de refroidissement. Et regardons une autre ici qui est dégradée par de l'eau simple. Je vais mieux montrer cette coulasse. Elle est vraiment lourde. Regardons comment les canaux sont dégradés ici. Je ne sais pas si ça se voit bien. Vous voyez comment ici la surface est déjà rongée. Maintenant, ce que je voulais vous montrer ici précisément, regardons ici, c'est la chambre de combustion. Comment ça se passe que le moteur commence à se surchauffer? C'est parce que la chaleur et la pression venant des chambres de combustion, ici à joint de coulasse, je vais montrer tout de suite, qui doit séparer le circuit de refroidissement de la chambre de combustion. Au moment que ici, la surface de coulasse est dégradée, au moment que cette dégradation s'approche ici à la chambre de combustion, joint de coulasse qui se trouve ici ne peut pas bien séparer le circuit de refroidissement de la chambre de combustion et le moteur se surchauffe. Regardez, prenez aussi du temps voir autre canaux de refroidissement. Il y a aussi le calcaire qui montre clairement que la coulasse a utilisé, que ici c'est de l'eau simple qui était appliquée. Encore une fois, je vais vous ramener la coulasse qui est propre. Je prends joint de coulasse. Voilà. Donc, j'ai parlé de la chambre de combustion. Voilà, c'est ici la partie du joint de coulasse qui doit bien séparer. Vous voyez les traces, je ne sais pas si ça se voit bien, les traces de joint de coulasse qui s'est posé. Donc, la distance entre la chambre de combustion ici et le canal de refroidissement n'est vraiment pas beaucoup. La distance n'est pas grande.
Regardons comment la surface ici est propre. Regardons comment les canaux sont bien tracés, ils ne sont pas endommagés ici. L'eau n'a pas rongé la surface. Donc, une coulasse un moteur où nous avons appliqué liquide de refroidissement de qualité peut bien tenir, peut bien séparer la chambre de combustion et le canot de refroidissement. J'espère que vous avez bien vu la dégradation que l'eau simple fasse sur les composants en aluminium. Et j'espère que vous avez la preuve maintenant que l'aluminium se dégrade suite à l'utilisation de l'eau simple. Ok, tout de suite, on va passer à l'étape de démontrer quels sont les effets secondaires de cette dégradation que je viens de montrer, la dégradation que l'eau fasse sur la surface des composants. Maintenant, tout de suite, je vais parler du fait quels sont ensuite les dégâts qui se produisent suite à la dégradation de la surface. Nous avons parlé des dégâts que l'eau fasse sur la surface des composants du système de refroidissement. Maintenant, nous allons parler à la fin des dégâts secondaires. Ça veut dire des dégâts qui peuvent se produire à la suite de la dégradation de la surface. Donc, un de ces dégâts est que les conduites, les canaux du système de refroidissement peuvent être bouchés. Si la rouille forme un dépôt comme ça peut facilement boucher les canaux. Nous avons montré déjà bien avant que la rouille a tendance à faire les dépôts. Ensuite, la rouille peut se décoller et boucher le canot. Voilà un radiateur que nous avons dépiécé pour vous mieux montrer ce qui se passe. Regardons comment le canot commence à se boucher déjà. J'espère que ça se voit bien. Donc, comme vous voyez, les canaux de refroidissement ne sont pas tellement larges. Donc, il est très facile pour la rouille qui se décolle ou la rouille qui forme un dépôt comme ressemblant à la boue. C'est très facile à boucher les canaux, surtout les petits canaux comme dans le radiateur. Quels seront alors les dégâts, quels seront alors les composants qui peuvent être endommagés suite à la dégradation de la surface des composants qui se trouvent dans le système de refroidissement? J'ai déjà parlé de la boîte de vitesse. Ici, c'est la boîte manuelle, puisque ce moteur n'était pas équipé de la boîte automatique. Donc, ce n'est pas le cas.
j'ai déjà dit que si la boîte, si le moteur avait la boîte automatique, elle aussi, elle est refroidie par le même système de refroidissement. Donc si le système de refroidissement est défaillant, la boîte aussi risque de se surchauffer. L'huile qui est dedans, huile hydraulique, sera surchauffée. Ça peut endommager, ça doit endommager les composants qui sont à l'intérieur. Nous avons déjà parlé de la pompe à eau. Le roulement peut être endommagé suite à la dégradation de l'eau. Les radiateurs, suite à la chaleur excessive aussi, peut commencer les canaux peuvent commencer à se décoller de la structure principale. Même chose, un refroidisseur suite à la chaleur excessive peut commencer à avoir les fuites internes. Donc côté refroidissement, par liquide de refroidissement peut se mélanger avec le circuit de lubrification du moteur, circuit d'huile à moteur. Donc vous pouvez imaginer ce qui peut se passer dans le moteur si l'eau se mélangera avec huile à moteur ou c'est huile à moteur qui va entrer dans le circuit de refroidissement. J'ai déjà parlé des composants, de nombreux composants qui se trouvent sur le moteur, comme par exemple ici l'électrovanne EGR. Donc tous les composants qui ont besoin de refroidissement. Donc ce n'est pas seulement le moteur qui a besoin de refroidissement, c'est que j'essaie de prouver ici. Tous les composants qui ont besoin de refroidissement risquent d'être endommagés. La réparation de certains composants qui se trouvent sur le circuit de refroidissement est chère. Le remplacement des autres composants n'est pas trop cher. Mais la réparation d'un moteur qui se surchauffait est sûrement très chère. Regardons la coulasse dont on parlait. J'ai posé la règle ici pour voir si la coulasse n'est pas déformée. Ici, une cale que j'essaye de mettre, ça ne rentre pas. Je fais la même chose ici. Ça n'entre pas, mais je fais au milieu, ça rentre dedans. Vous voyez, même chose, je vais faire ici. Je vais vous montrer ça de l'autre côté. De l'autre côté, vous voyez. Donc, ça indique que la coulasse, n'est plus droite. Autre dégât très, très cher concerne le bloc du moteur. Vous savez que quand les métaux quand la température des métaux s'élève, quand la température s'augmente, il y a la dilatation du métal. Donc, si les pistons qui devraient bouger à l'intérieur du moteur commencent à augmenter leur volume, les pistons risquent de se coincer dans le moteur qui s'est surchauffé. Le moteur doit être refroidi dans différents endroits également. Si les bielles ne sont pas refroidis,
nous avons parlé des refroidisseurs d'huile à moteur. Si l'huile à moteur n'est pas bien refroidie, ici, les coussinets des bielles du vilebrequin peuvent se surchauffer, ils ne vont pas jouer bien leur rôle. Voici les bielles. La bielle doit facilement bouger sur le vilebrequin. Donc, si le moteur n'est pas bien refroidi, ça peut commencer à se coincer. Ce qui s'est passé même ici, dans le cas de ce moteur, ici précisément, la bielle est sortie totalement du bloc. La bielle a cassé le bloc du moteur. Et voilà un peu quels dégâts peuvent être à la suite des problèmes de refroidissement du moteur. Il y a le thermostat également ici. Je ne sais pas si ça se voit bien comment le thermostat est surchauffé. Ici, les joints ici. Apparemment, c'est un peu difficile à montrer. Je pense que ça sort bien maintenant. Le joint est totalement déformé. Donc, un thermostat comme ça ne peut plus jouer son rôle. Et si le thermostat est coincé, on a déjà parlé de la circulation de l'eau. Si le thermostat est coincé, l'eau ne peut pas bien circuler par le radiateur. On a parlé du fait que l'eau entre par ici, l'eau sort par là-bas, l'eau circule. Donc, il est facile d'imaginer que le surchauffement du moteur peut arriver très vite si les composants comme le thermostat commencent à ne pas fonctionner. À la fin, je voulais encore parler de la coulasse que j'ai déjà montré, juste pour vous dire que la coulasse, c'est la coulasse que j'ai démontée de ma voiture, la voiture Renault Mégane qui était de l'âge de 15 ans en ce moment. Donc vous voyez que la coulasse, on ne peut pas reprocher beaucoup à cette coulasse. Donc tous les canaux ne sont pas rangés. Vous voyez pratiquement il n'y a pas grande différence entre une coulasse qui est neuve et cette coulasse, alors que l'état de la coulasse là où l'utilisateur de la voiture a utilisé de l'eau simple, vous voyez clairement quels dégâts ça fait sur les canaux de refroidissement. J'espère que j'ai démontré suffisamment toutes les conséquences de l'utilisation de l'eau simple dans les moteurs. Nous sommes à la fin de notre émission. Je vais parler tout de suite de liquide de refroidissement par rapport aussi au faux liquide de refroidissement qui malheureusement
se trouvent au marché. Je vais parler aussi des liquides concentrés et dans quel cas vous devrez utiliser le liquide concentré. Je vous remercie d'avance pour la patience. On passe à l'étape de précision par rapport à l'achat des liquides de refroidissement. Ok, à la fin, pour finir cette émission, nous allons parler de l'achat des liquides de refroidissement. Tout d'abord, quels liquides nous avons? Nous avons les liquides avec les produits qui font en sorte que l'eau ne gèle pas, antifreeze, ici, antigel, etc. Nous avons parlé au début de cette émission que pour le climat africain, nous ne sommes pas intéressés de cet aspect du fait que le liquide de refroidissement va empêcher l'eau qui se trouve dans les moteurs à geler, puisque la température en Afrique ne nous cause pas ces problèmes. C'est pour cela que nous avons aussi en Afrique les liquides adaptés au climat africain tropical coulant LR. Je suppose que la fabrique veut parler de liquide de refroidissement tropical. Donc, la différence entre ces deux liquides est que le liquide tropical ne contient pas les produits qui font en sorte que l'eau ne gèle pas. Donc, très souvent, ces liquides qui comportent les produits qui font en sorte que l'eau ne gèle pas sont un peu plus chers, mais ce n'est pas évident. Donc, il suffit pour le climat africain, il suffit d'acheter les produits, les liquides qui comportent les produits qui protègent le système de refroidissement contre les dégâts dont on a suffisamment parlé. Un aspect important, si vous avez déjà mis de l'eau simple dans le moteur et vous voulez vider de l'eau, ne croyez pas que l'eau sortira facilement, que l'eau sortira en totalité. Certains radiateurs ont des robinets quelque part. Ces radiateurs n'ont pas ça, ils ont des robinets pour sortir de l'eau. On peut aussi sortir la durite pour vider de l'eau. Et très souvent, un utilisateur d'une voiture pense que l'eau qu'il a sortie, c'est tout. Alors qu'il y a une quantité de l'eau qui se trouve toujours dans le moteur. Je peux vous donner un exemple. Si le système de refroidissement contient, par exemple, 8 litres de l'eau, vous sortez tout ce qui est à sortir, il peut y arriver que 3 litres de l'eau restent toujours dans le moteur. Si tel est le cas, si vous voulez mettre liquide prêt à utiliser, le liquide de refroidissement sera dilué avec de l'eau qui restait dans le moteur, donc le liquide ne sera pas efficace. Donc la deuxième distinction entre les liquides de refroidissement, ce sont les liquides
prêt à utiliser et le liquide concentré. On a parlé de la distinction entre le liquide tropical et le liquide qui contient les produits qui font en sorte que l'on ne gèle pas. Mais notre deuxième distinction, c'est liquide tropical, liquide prêt à utiliser et le liquide concentré. Donc, vous voyez ici, liquide concentré, adulé avec de l'eau. Il y a un autre ici, adulé avec de l'eau, 50% de l'eau, 50% d'eau liquide. Donc, dans la situation où vous avez déjà appliqué l'eau simple, si vous savez que le système de refroidissement contient de l'eau, contient 8 litres de l'eau, il suffit de mettre 4 litres de liquide de refroidissement concentré et compléter légèrement avec de l'eau. Comme ça, ensemble avec l'eau qui restait dedans, ça va donner le liquide prêt à utiliser. Malheureusement, il y a des liquides, nous trouvons des faux liquides de refroidissement au marché. C'est une triste nouvelle. J'ai appris que certaines personnes mettent de l'eau simple dans un bidon. Après, ils essayent de colorer de l'eau en disant que voilà, c'est un liquide de refroidissement qu'ils ont fabriqué. Vous voyez, ça prend déjà la couleur, donc ça donne l'impression, moins ou plus, que c'est un liquide de refroidissement qui se trouve dedans. Comme très souvent les liquides qui sont de bonne qualité ont un goût un peu spécifique, j'ai entendu que certaines personnes ajoutent le sucre pour donner plus d'impression que c'est un liquide de refroidissement. Donc, soyez très vigilants avec ces liquides bon, on ne peut pas dire avec ces liquides de refroidissement, avec ces produits, puisque vous allez perdre de l'argent pour l'achat et aussi ces liquides vont vous amener les mêmes dégâts que l'eau simple. Comment savoir quel liquide est bon, quel liquide n'est pas bon? C'est pas facile parce que aujourd'hui la technologie permet à ces personnes qui ont de mauvaises intentions de fabriquer les étiquettes très professionnelles ressemblant aux étiquettes de ces produits qui sont originaux. Donc, il peut arriver que vous aurez mal que ça ne sera pas facile d'être sûr. Personnellement, ce que je peux dire dans nos conditions ici,
là où nous sommes, là où nous faisons cette émission. Il faut tenir compte du fait chez qui vous achetez les produits, puisqu'on peut supposer que un magasin qui a un certain qui est reconnu au marché ne peut pas se facilement permettre à vendre les liquides qui sont faux. Donc, un conseil personnel de ma part, il faut regarder où vous achetez vos produits, choisissez les magasins qui, selon vous, ne peuvent pas se permettre à gâter leur nom à cause de la vente d'infos liquides. Donc, il y a des liquides que bon, je ne vais pas vous montrer l'étiquette qui se trouve ici de ce côté. Il y a des liquides où bon, on n'a même pas mentionné le nom de la fabrique, adresse, numéro de téléphone. On a écrit seulement liquide de refroidissement pour tous les circuits de refroidissement et moteur, etc. Donc, ces genre de liquides sont déjà suspects. Mais comme j'ai déjà dit, je répète encore, le fait que vous voyez le nom de la fabrique qui est connu ne veut pas dire que ce qui se trouve dedans, c'est bien le produit que la fabrique en question a fait. Je vous ai déjà donné une idée comment faire des efforts à choisir les bons produits. J'espère que je vous ai suffisamment prouvé les dégâts que l'eau simple fasse dans le système de refroidissement. Je vous remercie beaucoup pour la patience. Merci beaucoup et je vous invite à regarder autre émission si cette émission, si vous trouvez cette émission intéressante. Si par contre vous ne trouvez pas cette émission intéressante, il y a aussi une grande possibilité, probabilité que vous allez trouver des choses intéressantes dans autre émission. Je vous remercie beaucoup.